On en entend peu parler et pourtant la chute du président syrien Bachar el-Assad le week-end dernier a provoqué un bouleversement dans le monde entier. Alors que son renversement pourrait être considéré comme un atout pour certaines puissances, cela pourrait être aussi vu comme un obstacle pour d'autres et le rapport de force géopolitique est crucial à comprendre. Alors quel impact cette nouvelle donne en Syrie pourrait avoir sur la Russie, la Turquie, l'Iran ou encore Israël? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors on va commencer par rappeler rapidement en quelques mots le contexte. Dans la nuit de samedi à dimanche, les rebelles syriens menés par les islamistes radicaux de HTS, mais aussi d'autres organisations, ont annoncé la chute du président syrien Bachar el-Assad. Bachar el-Assad était au pouvoir depuis 24 ans, sa chute marque donc un tournant majeur dans le pays qui était gouverné par la famille Assad en tout depuis 50 ans, avec des années de répression extrêmement violente et un chaos qui avait entraîné la mort de centaines de milliers de personnes et des violations des droits humains multiples. Alors, on l'a déjà évoqué cette semaine avec l'arrivée d'une organisation comme HTS, classée notamment par les États-Unis comme une organisation terroriste. L'avenir de la Syrie aujourd'hui n'est pas clair. Mais alors, pour quel pays la chute de Bachar el-Assad constitue-t-elle une victoire et qui, au contraire, voit cette chute comme une défaite? Et on va commencer par la question de la Russie où s'est réfugié Bachar el-Assad, comme l'a d'ailleurs confirmé le vice-ministre russe des Affaires étrangères ce mardi. Jusqu'à maintenant, la Russie était un soutien majeur du président syrien et depuis 2015, la Russie intervenait militairement en Syrie pour soutenir directement Bachar el-Assad. À l'époque, cette année-là, la Russie avait permis au président de reprendre le contrôle sur la rébellion djihadiste à laquelle il faisait face et par la suite, il n'a jamais condamné les très graves violations des droits humains qui se sont multipliées dans le pays. Mais cette fois-ci, donc, vous l'aurez compris, la Russie n'est pas parvenue à aider Bachar el-Assad. En fait, les forces militaires russes sont principalement mobilisées en Ukraine aujourd'hui et l'armée russe est donc affaiblie par l'offensive à grande échelle qu'elle mène en Ukraine depuis février 2022. Avec le départ de Bachar el-Assad, la Russie enregistre donc une défaite importante. Déjà, il y a plusieurs armements russes qui ont été abandonnés par les forces du régime sur place, comme des hélicoptères, des radars ou encore des avions de chasse. Mais surtout, et c'est peut-être le point le plus important au niveau de la Russie aujourd'hui, la Russie risque de perdre deux bases navales stratégiques en Syrie. Et l'une de ces deux bases, d'ailleurs, lui permettait une présence pratique dans la mer Méditerranée. La Russie, aujourd'hui, cherche donc à éviter une perte totale de ses bases et a annoncé d'ailleurs des discussions avec les nouvelles autorités syriennes. Alors, l'autre allié de Bachar el-Assad, pour qui sa chute constitue une défaite, c'est l'Iran. Et plus largement, d'ailleurs, l'Iran est ce qui est appelé son axe de la résistance. L'axe de la résistance, en fait, c'est une alliance politique et militaire qui réunit l'Iran, la Syrie et des milices armées pro-Iran et pro-syriennes, ou plus précisément donc en faveur du régime de Bachar el-Assad. L'Iran a donc perdu un acteur clé de cette alliance qui assurait des échanges essentiels en matière d'armes et de matériel et ça permettait notamment des échanges d'armes avec le Hezbollah au Liban. C'est donc très clairement aujourd'hui une mauvaise nouvelle pour l'Iran. Alors on va parler maintenant d'Israël puisque après la chute de Bachar el-Assad, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée de prendre le contrôle de la zone tampon entre le plateau du Golan et la Syrie. Alors le plateau du Golan, on en a déjà parlé dans ce format-là, c'est un territoire syrien qui a été annexé par Israël et qui est situé dans le nord d'Israël et au sud du Liban. À noter que la communauté internationale n'a jamais reconnu cette annexion du plateau par Israël et qu'elle est donc considérée à l'international comme étant illégale. En fait, selon Benjamin Netanyahou, l'accord signé entre Israël et la Syrie en 1974 qui visait à établir une zone démilitarisée pour éviter justement les tensions s'est effondré selon lui. Par ailleurs, de son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères a tenté de justifier cette occupation de la zone tampon entre les deux pays en déclarant que la prise de contrôle militaire était une mesure limitée et temporaire pour assurer selon lui la sécurité d'Israël. Mais ce que l'on peut aussi noter, c'est qu'Israël a mené des frappes massives en Syrie. En effet, en près de 48 heures, Israël a mené près de 500 bombardements et frappes sur des sites militaires stratégiques de l'ancien régime syrien. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Israël a notamment bombardé des aéroports, des radars, des dépôts d'armes et de munitions ou encore des centres de recherche militaire dans plusieurs régions, avec ici l'objectif affiché d'empêcher que ces sites ne tombent aux mains de terroristes. On notera au passage que de son côté, la France a appelé Israël à se retirer de la zone tampon qui était donc instaurée entre Israël et la Syrie, tandis que l'Organisation des Nations Unies a demandé
demandé l'arrêt des frappes et des mouvements israéliens en Syrie ce mardi. Pour terminer, le quatrième acteur majeur de la région, c'est la Turquie qui pourrait jouer un rôle clé dans la Syrie post-Bachar el-Assad. En effet, la Turquie, c'est un soutien historique des rebelles en Syrie depuis 2011. La Turquie finance, entraîne et héberge environ 75 à 100 000 combattants, selon le chercheur Adel Bakawan. Alors pour nuancer, il faut quand même noter que officiellement, la Turquie n'a pas soutenu HTS, qui est donc le groupe principal qui a mené cette insurrection récente en Syrie. Et plus largement, beaucoup estiment que la Turquie n'a pas joué un rôle déterminant dans l'offensive la plus récente. Mais tout de même, selon certains médias, la Turquie était au courant de la préparation de l'offensive et elle pourrait bénéficier de la chute de Bachar el-Assad, et ce, au moins pour deux raisons. D'abord, premièrement, ça concerne les 3 millions de réfugiés syriens que la Turquie héberge aujourd'hui sur son territoire et qu'elle souhaiterait en théorie rapatrier au moins pour partie en Syrie. Le deuxième objectif, c'est l'idée de sécuriser la frontière entre la Syrie et la Turquie, qui est une frontière assez longue. Et pour ce faire, la Turquie souhaite notamment repousser les groupes kurdes liés au PKK, qui est une organisation politique et un mouvement armé kurde, une organisation que les États-Unis ou encore l'Union européenne considèrent comme étant une organisation terroriste. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Enfin, la Russie cherche à renforcer son poids stratégique en Syrie, et notamment en participant à la reconstruction à venir du pays. Et d'ailleurs, les marchés financiers le savent, puisqu'au lendemain de la chute de Bachar el-Assad, les actions de sociétés turques de construction ont fait un bond en bourse. On verra donc comment est-ce que tout cela évolue, et j'en profite d'ailleurs, puisqu'on essaie chaque semaine de faire au moins une recommandation culturelle. Cette semaine, je voulais vous recommander un documentaire, peut-être le documentaire qui m'a le plus marqué ces dernières années. Ce documentaire, il s'appelle Pour Sama, et c'est un documentaire dans lequel on suit une famille en Syrie en 2016, au milieu donc du chaos. Je vous préviens, c'est un documentaire qui est très très dur, il est bouleversant et il faut se tenir prêt à cela, mais c'est un documentaire qui permet réellement de se rendre compte de ce qu'était la Syrie pendant toutes ces années. J'avais d'ailleurs organisé à l'époque une projection à Paris, peut-être que certains d'entre vous y étaient il y a quelques années. Je vous mets en tout cas le lien en description si jamais vous voulez le découvrir. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. 54 journalistes ont été tués dans l'exercice ou en raison de leur métier à travers le monde en 2024, selon le bilan annuel de l'ONG Reporters sans frontières publié ce jeudi. En 2023, 45 journalistes avaient été tués dans le monde au 1er décembre, toujours selon Reporters sans frontières. Alors parmi les 54 journalistes qui ont été tués en 2024, 18 ont été tués par l'armée israélienne, dont 16 à Gaza et 2 au Liban. D'après l'ONG, la Palestine a enregistré, je cite, un bilan de morts plus élevé que tout autre pays depuis 5 ans. Après Gaza, les endroits où le plus de journalistes ont été tués en 2024 sont le Pakistan, où 7 journalistes ont été tués, et le Bangladesh et le Mexique, avec 5 morts chacun. À noter qu'un autre décompte, publié ce mardi par la Fédération internationale des journalistes, fait état de 104 journalistes tués dans le monde en 2024, dont plus de la moitié à Gaza. Les chiffres diffèrent en raison d'un désaccord sur les modes de calcul. Reporters sans frontières ne recense que les journalistes qui ont été tués en raison de leur activité. Deuxième actu, en Iran, une nouvelle loi sur le port obligatoire du voile, prévoyant notamment la peine de mort en cas de non-respect de celle-ci, devrait entrer en vigueur ce vendredi. À noter que le président de l'Iran n'a pourtant pas encore ratifié ce texte. Concrètement, la loi prévoit des peines de flagellation, de lourdes peines d'emprisonnement, mais aussi la peine de mort dans certains cas pour les personnes qui militent pacifiquement contre le port du voile obligatoire dans le pays, d'après l'ONG Amnesty International. Selon Amnesty International, cette loi aurait été élaborée par le pouvoir judiciaire afin de répondre à la contestation généralisée du port obligatoire du voile par les femmes dans le pays. Ce large mouvement de contestation avait été déclenché après la mort de Mahsa Amini il y a 2 ans. Cette jeune femme de 22 ans avait été arrêtée par la police des mœurs car elle ne portait pas son voile correctement avant de mourir en garde à vue. Troisième actu, la justice suédoise a abandonné l'enquête pour viol dans laquelle le nom du footballeur français Kylian Mbappé avait été cité par certains médias en raison de preuves insuffisantes. Son nom n'avait jamais été cité publiquement par la justice suédoise. Kylian Mbappé avait d'ailleurs déclaré dans un entretien sur Click diffusé sur Canal+ ce dimanche n'avoir reçu aucune convocation de la justice suédoise et ne pas se sentir concerné par cette affaire. Les faits sur lesquels la justice enquêtait concernaient un déplacement de Mbappé à Stockholm en Suède en octobre dernier. Quelques jours après son séjour, des journaux locaux avaient annoncé que Mbappé était visé par une accusation de viol. Quatrième actu, la Coupe du Monde 2030 a été attribuée à l'Espagne, au Portugal et au Maroc avec 3 matchs en Amérique du Sud, tandis que la Coupe du Monde 2034 sera organisée par l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale de football
football ce mercredi. Alors ces nominations ont déjà été très critiquées. Déjà parce que l'Arabie Saoudite ne dispose que de 2 stades d'au moins 40 000 places sur les 14 requis pour la compétition. Les ONG ont donc dénoncé un risque d'exploitation des travailleurs migrants qui vont être mobilisés en masse pour mettre à niveau les infrastructures. Quant au Mondial 2030, il sera organisé sur 3 continents. L'Afrique avec le Maroc, l'Europe avec l'Espagne et le Portugal, et avec 3 matchs en Amérique du Sud pour fêter les 100 ans de la première Coupe du Monde en Uruguay. Certains ont donc dénoncé une aberration écologique puisqu'il y aura plus de déplacements en avion. 5e actu, l'Arctique émet désormais plus de CO2 qu'il n'en absorbe selon un rapport de l'Agence d'observation atmosphérique et océanique américaine. Le CO2, donc le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre qui contribue notamment au réchauffement climatique. En fait, le sol de l'Arctique est composé de toundra, qui est en quelque sorte un paysage végétal des climats froids. Ce sol gelé contient le double de la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère et le triple de ce qui a été émis par les activités humaines depuis 1850. Mais à cause du réchauffement climatique, les incendies de toundra ont continué à augmenter jusqu'à atteindre un record en 2023. Le souci, c'est qu'avec la fonte des sols, le CO2 qui était jusque-là stocké est en train d'être relâché dans l'atmosphère. Selon le chef de l'agence qui a publié le rapport, cette situation, je cite, aggravera les effets du changement climatique. 6e actu, Elon Musk, le patron de SpaceX, Tesla et du réseau social X, est devenu le premier homme à posséder une fortune de plus de 400 milliards de dollars selon l'agence de presse Bloomberg. Ça représente environ le PIB du Danemark, donc l'ensemble des richesses produites par ce pays en un an. Selon Ouest France, cette hausse de sa fortune serait notamment liée à la dernière campagne présidentielle aux États-Unis pendant laquelle Elon Musk a versé plus de 270 millions de dollars pour soutenir Donald Trump. Depuis l'élection, le prix de l'action de Tesla aurait ainsi augmenté de plus de 65%. Et on finit avec cette actu culturelle. Pour la première fois, une chanson francophone a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify. Il s'agit du titre « Je te laisserai des mots » de l'auteur-compositeur québécois Patrick Watson. Cette chanson a été composée il y a près de 15 ans, mais elle connaît à nouveau du succès depuis 2019 puisqu'elle a été largement relayée sur YouTube et sur TikTok. Le titre a même été utilisé dans des séries américaines comme Grey's Anatomy par exemple. Merci beaucoup Léa. Alors le flashback du jour, c'est le suivant. Il y a quasiment 9 ans, le 12 décembre 2015, l'accord de Paris était adopté à l'issue de la COP21, qui était donc ce sommet international pour le climat à Paris. Les pays s'étaient alors engagés à limiter le réchauffement climatique d'ici 2100 à un niveau bien en dessous de 2 degrés par rapport à 1850 et en ciblant idéalement une hausse inférieure à 1,5 degré. Vous le savez, je ne vous apprends rien, l'enjeu est toujours extrêmement important aujourd'hui, près de 9 ans après. Voilà en tout cas pour les actualités aujourd'hui. Alors j'en profite puisque cette semaine je suis en voix off. Pour tous les nouveaux, ce format est aussi dispo en version podcast, donc n'hésitez pas à l'écouter, si jamais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.